Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la guerre civile qui oppose entre 1450 et 1485 deux branches des Plantagenets prétendant à la couronne royale d'Angleterre. Les York avec pour emblème une rose blanche et les Lancaster dont l'emblème était une rose rouge. Cette première partie s'intéresse aux deux camps en place et aux différents commandants. Vous voulez en savoir plus sur la guerre des deux roses? Venez avec moi. Le conflit est souvent présenté comme une guerre dynastique opposant deux branches rivales de la maison Plantagenet, qui règne sur l'Angleterre depuis le couronnement d'Henri de Plantagenet en 1154. En fait, la guerre des deux roses repose sur des causes bien plus complexes et imbriquées, où la politique joue, au début, un rôle plus important que l'allégeance à une maison. C'est la guerre qui engendre la querelle dynastique, non l'inverse. La guerre est la conséquence du cercle vicieux dans lequel l'Angleterre a été happée en 1422, date de la mort d'Henri V, le vainqueur d'Azincourt. Trois séries de facteurs se conjuguent pour aboutir au désastre. Économique, militaire et politique. Il y a d'abord les causes extérieures, sur arrière-fond de peste noire, endémique. Le pays plonge vers 1430 dans la grande marasme, résultant à la fois d'une pénurie d'argent, le métal, limitant les capacités de crédit, et d'une hausse des prix causée par de mauvaises récoltes. Des conflits sporadiques, comme la guerre hanséatique, attisent les difficultés en perturbant le commerce de la laine, gros pourvoyeur de revenus et d'impôts. Cette mauvaise conjoncture est aggravée par des facteurs politiques. Tout d'abord, la maison de Valois, dont Charles VI avait creusé la tombe en faisant d'Henri V son héritier, en 1420, a ressuscité sous Charles VII et bouté les Anglais hors de France. Calais excepté qu'il sera qu'au XVIe siècle. En plus du désastre stratégique, cette perte engendre un gros manque à gagner qui aggrave encore la situation du trésor royal. À ce désastreux arrière-plan se superpose enfin une vacance du pouvoir. À la mort d'Henri V, son héritier unique, Henri VI, n'a que 9 mois. Or, le Conseil de Régence est en désaccord sur la politique à tenir en France, pour ou contre une reprise du conflit. La rivalité autour du trône est exacerbée par les troubles mentaux dont souffre Henri VI qui se révèle, une fois en âge de gouverner, d'une nature trop influençable. C'est d'autant plus dangereux que la légitimité du trône est chancelante. Henri VI est en effet le petit-fils d'Henri IV, l'usurpateur qui en 1399 a déposé puis fait assassiner Richard II, l'héritier légitime d'Édouard III. Henri IV a beau être le fils de Jean de Gand, troisième fils d'Édouard III, duc de Lancaster et fondateur de la maison du même nom, d'autres que lui peuvent prétendre à un lignage comparable, voire supérieur, comme Richard, duc d'York, qui descend doublement d'Édouard III par sa mère Anne de Mortimer et par son père Richard, comte de Cambridge, décapité en 1415 pour avoir comploté contre Henri V. Et pour tout arranger, le pauvre Henri VI peine à peine à produire un héritier. En 1453, en plus des défaites en France, ou peut-être à cause d'elles, Henri VI souffre de sa première crise de folie. L'épisode dure 17 mois pendant lesquels le roi ne comprenait rien à ce qu'on lui disait et ne reconnaissait personne. Il se peut que cette maladie ait été héritée de son grand-père maternel Charles VI, roi de France. En raison de l'incapacité du roi, de ses mauvais résultats dans la guerre contre la France et de la corruption au sein de la cour royale, Richard, duc d'York, fut nommé protecteur du royaume en mars 1453. Le duc et le comte de Somerset ne tardent pas à s'opposer, chacun essayant de se faire nommer héritier d'Henri VI, ce qui marqua le début de ce que l'on appelle la guerre des deux roses 1455-1485. La division était un peu plus complexe que ces deux familles, car chacune d'elles avait des alliés parmi les autres familles nobles d'Angleterre. Les loyautés étant souvent décidées parce que Henri VI s'était imprudemment impliqué personnellement dans les conflits entre elles. Par conséquent, la guerre fait rage entre deux groupes connus sous le nom de Yorkistes et de Lancastriens. Cependant, les guerres n'impliquèrent que la noblesse et ses serviteurs, et non la population, et la plupart des batailles étaient plutôt des escarmouches.
À l'aube des années 1450, deux factions s'affrontent autour du trône. La première, issue de la maison de Lancaster, fondée par Jean de Gand, est dirigée par la reine Marguerite d'Anjou. Cette princesse Lorraine est mariée en 1445 à Henri VI en échange d'une trêve avec la France et la cession du Maine, ce que les partisans de la guerre ne pardonnent pas. Impopulaire, Marguerite d'Anjou a cependant du cran, et elle aussi est dévouée à son mari, qu'elle le sera à son fils Édouard de Westminster, prince de Galles. La reine s'appuie sur Edmond de Beaufort, duc de Somerset, lui-même descendant de Jean de Gand par une lignée bâtarde. Réputé corrompu et incompétent, Somerset conserve l'appui d'une bonne partie de la noblesse, notamment des puissantes familles de Percy et Tudor. L'alliance de cette dernière avec les Beaufort donne à Henri Tudor des prétentions sur la couronne. Face au parti Anjou-Somerset se dresse celui de Richard, duc d'York, grand seigneur descendant directement d'Édouard III par deux voies et donc prétendant sérieux à la succession d'Henri VI. Tant que ce dernier n'a pas de fils. Ennemi juré de Beaufort-Somerset, Richard d'York convoite non moins la couronne, au moins au début, que le gouvernement. Champion de la Réforme, Richard a 4 fils, dont les futurs Édouard IV et Richard III. Richard d'York s'est marié avec Cécile Neville, dont la famille dispute au Percy la domination du nord de l'Angleterre sous la direction de Richard, comte de Salisbury, puis de son fils aîné Richard, comte de Warwick. Ce dernier gagnera au XVIe siècle le surnom de faiseur de rois, pour avoir mis sur le trône le yorkiste Édouard IV, puis rétabli le lancastrien Henri VI. Lancaster et York recouvrent les titres, pas des territoires. La ville d'York est ainsi une base des Lancaster, tandis que les terres du duc d'York se situent au centre-est. En réalité, les fiefs sont imbriqués et les changements d'alliance n'aident pas. Le clan Neville, qui passe d'York à Lancaster en 1469, dispose ainsi d'immenses domaines au nord et au centre. Les Londoniens, surtout les marchands, soutiennent les Yorkistes. En 1399, Henri IV, fils de Jean de Gand, troisième fils d'Édouard III et duc de Lancaster, élimine son neveu Richard II et devient le roi d'Angleterre. La légitimité de cette lignée usurpatrice qui aboutit à Henri VI est contestée par Richard d'York, descendant par sa mère, Anne Mortimer, de Lionel d'Anvers, deuxième fils d'Édouard. La lutte sanglante et à l'occasion fratricide des deux maisons profite à la lignée de Jean de Beaufort, fils légitimé de Catherine Swynford, maîtresse puis épouse de Jean de Gand, qui aboutit à Henri VII, fondateur de la dynastie des Tudors. Les armées en présence se ressemblent et pour cause, elles sont de même origine et souvent passent dans le camp adverse en pleine bataille. Leur recrutement est favorisé par la contractualisation décrétée en 1341 par Édouard III. Elle impose à ses barons l'obligation de lever et solder des troupes contre remboursement ultérieur. Destiné à fournir instantanément une armée pour opérer en France, le système aboutit à la création de régiments privés quasi permanents auxquels s'ajoutent au besoin les nombreux mercenaires libérés par la défaite en France, puis des soldats importés avec l'assistance d'alliés continentaux. Flamands et allemands chez les Yorkistes, français et écossais chez les Lancastriens. La nécessité de solder la troupe impose des armées compactes, car les grands seigneurs, même richissimes, n'ont pas un trésor illimité, et les effectifs engagés de part et d'autre dépassent rarement 10 000 hommes. Le roi bénéficiant de l'avantage de levée populaire, la composition exacte des armées reste méconnue, mais repose sur une forte proportion d'archers. Les règlements royaux en exigent 3 contre 1 homme d'armes pour les opérations en France, et ils représentent 85% des 12 000 combattants de l'armée levée en 1475 contre Louis XI, avec 11% d'hommes-armes, 3% de techniciens, génie, artillerie et 2% d'officiers. L'artillerie, largement utilisée sur le continent, ne joue qu'un rôle mineur. Les sièges sont rares et l'emploi sur le champ de bataille difficile à raison d'un coup tous les 6 minutes. Si l'on a retrouvé des restes de pièces individuelles à Taunton et surtout à Borswood, à la toute fin du conflit, que les canons apparaissent en nombre, on combat essentiellement à pied, le cheval étant surtout un moyen de transport, et l'arc reste maître du jeu, notamment à Taunton. Avant le corps à corps,
Le gros des pertes avant l'apparition des armes à feu a lieu après la rupture, quand les fuyards tournent le dos. Cependant, à l'exception de la boucherie de Taunton, les pertes ne sont pas énormes, parce que la vendetta des nobles inverse la logique médiévale de la grâce. On fait volontiers quartier à la troupe, alors que les chefs, aimablement rançonnés au siècle précédent, jouent désormais leur tête à chaque bataille. Richard, comprenant que le roi pouvait être facilement manipulé, jure alors fidélité à Henri VI, qui parvint le 25 mars 1458 à réconcilier les Yorkistes et les Lancastriens, et même à les obliger à marcher main dans la main dans une procession à Londres. Cependant, la paix ne dure pas longtemps, et Richard doit faire face à un formidable obstacle à ses ambitions sous la forme de la reine Marguerite d'Anjou, qui détestait Richard d'York au point de mener une armée contre le duc, le battant dans son quartier général de Ludlow lors de la bataille de Ludford Bridge le 12 octobre 1459. Le duc d'York s'enfuit en Irlande, tandis que le Parlement de 1459 l'identifie comme traître et déshérite ses héritiers. En 1460, la situation s'inverse et une armée yorkiste dirigée par Richard Neville, comte de Warwick, et le fils de Richard, Édouard, comte de March, défie l'armée de la reine Marguerite d'Anjou à Northson le 10 juillet, puis capture le roi Henri VI. Richard, duc d'York, revient d'Irlande et persuade Henri VI, qui se trouvait désormais à la Tour de Londres, de le nommer héritier officiel du trône, une décision ratifiée par l'acte d'accord du 24 octobre. Cependant, lors de la bataille de Wakefield, le 30 décembre 1460, le duc d'York fut tué et son armée vaincue par les loyalistes d'Henri VI, menés une fois encore par la reine. Marguerite d'Anjou s'assure que la tête de Richard fut exposée sur une pique à Micklegate, à York, ajoutant une couronne en papier pour rappeler à tous qu'il n'était qu'un simple usurpateur. Le 17 février 1461, une autre armée yorkiste, dirigée par le comte de Warwick, fut vaincue à Saint-Alban, et Henri VI fut sauvé de sa captivité. Les guerres des Deux Roses n'étaient pas encore terminées, cependant. Édouard, le fils du duc d'York, soutenu par le comte de Warwick, fut promu comme remplaçant de son père et du roi Henri VI. Lorsqu'Édouard remporte la sanglante bataille de Taunton en mars 1461, la plus grande et la plus longue bataille de l'histoire anglaise, c'est bien ce qui se produisit. Henri VI fut dépossédé, et lui, la reine Marguerite et leur fils Édouard, né le 13 octobre 1453, s'enfuit en Écosse. Édouard d'York, âgé de 19 ans seulement, fut couronné sous le nom d'Édouard IV à l'abbaye de Westminster le 28 juin 1461. Ce n'était pas encore la fin de la guerre civile, mais seulement une pause. Comme on l'a vu, les prémices de la guerre des Deux Roses se déclenchent par les différentes crises financières, politiques et militaires, et également par la folie d'Henri VI, laissant l'aristocratie se battre pour la couronne d'Angleterre ou pour le contrôle de celle-ci, à l'image du comte de Warwick, le futur faiseur de roi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.